Bonjour, vous êtes ici pour la revue de chimie pour notre examen de janvier 2018. Donc voyons voir qu'est-ce qu'on a fait cette année. Alors, cette année, nous avons révisé qu'en 9e année, il y a des substances pures et des éléments et des composés. Voyons voir. Très bien. Alors, il y a des atomes qui font partie des substances pures, par exemple le fer, qui est un métal, et l'or. Il y a aussi des composés. Les composés, par exemple, l'oxygène, le dioxyde de carbone et aussi l'eau. Maintenant, lorsqu'on parle d'atomes, il y a plusieurs aspects à considérer. Alors, si on prend par exemple l'oxygène avec un numéro atomique de 8 et une masse atomique de 16, on peut faire ce qu'on appelle un modèle de Bohr-Rutherford. Alors, dans le centre, ici, on a le nombre de protons. Donc, ici, on a 8 protons. Pour savoir combien de neutrons est-ce qu'il y a, nous prenons la masse atomique. Masse atomique moins le numéro atomique. Et ceci va nous donner le nombre de neutrons. Alors ici, 16 moins 8 va nous donner 8 neutrons. Puisque nous avons 8 neutrons, puisque nous avons 6 protons, nous avons aussi 6 électrons. Maintenant, les électrons sont divisés tout autour de notre noyau le long de niveaux spécifiques. Alors ici, j'ai un total de 8 électrons tout autour. Ça ici, c'est un non-métal. Il arrive aussi qu'on a des métaux. Par exemple, prenons le lithium avec un numéro atomique de 3 et une masse atomique de 7. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? C'est dans notre noyau, on a 3 protons. Mais puisqu'on a une masse atomique de 7, 7 moins 3 nous donne 4 neutrons. Maintenant, si nous regardons autour, nous avons nos électrons, 2 sur le premier niveau et un troisième sur le dernier. Maintenant, il faut se rappeler que lorsqu'on parle d'atomes comme ceci, les atomes ont 2 affinités. Premièrement, on veut avoir le même nombre de protons que d'électrons. Alors ici, on a 3 protons et 3 électrons, 8 protons et 8 électrons. Le deuxième, ici, on veut le dernier niveau d'énergie plein, comme ceci. Ça veut dire que, changeons de couleur, prenons du rouge. Alors, ça veut dire que ici, pour le lithium, nous avons un électron ici, mais il peut y avoir jusqu'à 8 électrons sur le dernier niveau. Alors ici, le lithium peut soit ajouter 7 électrons ou éliminer 1. Alors ici, le lithium, qu'est-ce qu'il va dire? C'est que si moi, je laisse aller celui-ci, qu'est-ce qui va arriver? C'est que mon dernier niveau d'énergie est plein. Par contre, on se retrouve avec un ion positif, parce qu'on a 3 protons et 2 électrons ici. Pour l'oxygène, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oui, mais moi, j'ai 6 électrons autour, je peux avoir jusqu'à 8. Alors, c'est plus facile d'ajouter 2 électrons que d'éliminer 6 électrons. On se retrouve donc avec un ion négatif 2 ici. Pourquoi? Parce qu'on a 8 protons et on se retrouve avec 10 électrons. Très bien. Passons à la... Très bien. Alors, maintenant, que se passe-t-il? Lorsqu'on a des atomes qui ont des charges, donc prenons par exemple notre oxygène de tout à l'heure. Notre atome d'oxygène est un ion négatif 2-. Nous avions notre lithium ici qui est Li+. Maintenant, voyons voir ce que l'on peut ajouter. On se retrouve avec des ions ici. Voyons voir, ions négatifs. On peut aussi l'appeler des anions. On a aussi des ions positifs qu'on peut appeler des cations. Puisque l'oxygène veut avoir 2 électrons et que le lithium peut donner un électron, on se retrouve donc avec des composés. Alors, on a ici Li+ et oxygène 2-. Alors, si on fait un petit chassé-croisé, on peut se retrouver avec, comme ceci et comme cela.
on se retrouve avec un composé qui est un oxyde de lithium. On a besoin de 2 lithium qui vont donner 2 électrons en tout, et l'oxygène qui va accepter ces 2 électrons. Et nous avons notre composé ici. On appelle ceci un composé binaire, comme ceci. Très bien. Autre chose à considérer, si on prend par exemple l'oxygène, l'oxygène peut avoir plusieurs isotopes. Alors par exemple, l'oxygène avec un numéro atomique de 8 et une masse atomique de 16, mais il y a aussi des atomes d'oxygène qui ont 8 protons bien sûr et 18 comme masse atomique. Ça veut dire que celui-ci se retrouve avec plus de protons, à une masse plus grande, et ça c'est un concept qu'on va utiliser lorsqu'on va parler de notre unité sur les climats. Continuons. Si on regarde ici, nous avons un tableau périodique. Alors le tableau périodique nous permet de pouvoir organiser ce que nous avons en chimie. Premièrement, on a tout le groupe ici qu'on appelle des métaux. On a la section ici qui sont nos non-métaux. On a ici dans le centre, et ici c'est approximé bien sûr, les métalloïdes, comme ceci. Et on a la dernière colonne ici, les gaz rares, ou les gaz nobles. Ici, il y a un autre nom, et voyons voir si on a aussi les gaz inertes. Ça, c'est une autre façon de le dire. En ce qui concerne les noms, ça ici, on en a parlé. Ça ici, ce sont les halogènes. Nous avons ici les métaux alcalins. Alors, les métaux alcalins. Et ici, dans la colonne ici, on a des métaux alcalinos. Terreux. Comme ceci. Maintenant, chose intéressante, le tableau périodique est organisé parce que tous les atomes de la première colonne ici ont une charge de positif 1, deuxième colonne positif 2. Ici, les halogènes ont une charge ici d'ion négatif 1, ici 2-, et ici 3-. Et donc ça, c'est une façon de pouvoir, en utilisant le tableau périodique, de nous aider à savoir comment les molécules sont formées. Autre chose intéressante, ici sur la première période, il y a 2 éléments. Ici, il y en a 8 et ici, il y en a 8. Ceci nous permet de, bien sûr, se rappeler combien d'électrons il y a sur chacun des niveaux d'énergie. Donc, sur chacun des niveaux d'énergie. Très bien. Lorsqu'on parle de composés, il y a ce qu'on appelle des composés ioniques et des composés moléculaires. Maintenant, les différences entre les deux sont les suivantes. Les composés ioniques sont faits d'ions, ici, soit positifs ou négatifs, comme cela. Ils sont faits de métaux et de non-métaux. Il y a un transfert d'électrons. Transfert d'électrons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les métaux, ici, vont donner des électrons. Et ici, les non-métaux vont recevoir ces électrons. Recevoir les électrons. Fantastique. Alors ici, par exemple, nous allons avoir les oxydes de magnésium. Tout à l'heure, on avait notre oxyde de lithium. On peut bien sûr avoir certains oxydes, comme les oxydes de fer, et il y a même d'autres façons de le faire. Donc, il y a l'oxyde de le fer comme ceci. Nous allons parler des différences tout à l'heure. Les composés moléculaires sont formés de non-métaux.
Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un partage d'électrons. Il y a un partage d'électrons parce que tous les atomes de cette molécule veulent avoir les électrons. Alors avec un partage, ça permet de pouvoir être stable. Ceux-ci ont tendance à être des solides et ont tendance à se dissoudre dans l'eau et même à conduire l'électricité lorsqu'ils sont dans l'eau. En ce qui concerne les composés moléculaires, ils ont tendance à être gazeux. Gazeux parce qu'ils ont tous les électrons nécessaires à l'intérieur de leur structure, donc ils sont bien contents de cette façon-là. Comment parlons-nous de nomenclature? Donc, regardons. Nous allons prendre quelques exemples spécifiques. Si nous avons MgO comme ceci, Li2O, nous pouvons avoir NaCl, on peut avoir, voyons voir, le chlorure, on va prendre un iodure de sodium comme ceci, et on peut même prendre un sulfure de cuivre, pourquoi pas comme ceci. Alors, première chose à penser, c'est qu'on a les anions ici. Alors, dans la nomenclature, c'est toujours la première chose que nous allons dire. On a les oxydes, on appelle ça oxyde. Voyons voir. On a les chlorures. On a les iodures, on a les sulfures. Un autre que l'on voit souvent, il y a les fluorures. Alors, sodium, pourquoi pas. Les fluorures. Donc ça, c'est plusieurs que nous avons. Donc la plupart finissent par ure comme ceci, excepté l'oxygène. Et après ça, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous allons ajouter le métal. Donc ici, c'est un oxyde de magnésium. Ici, un oxyde de lithium. Ça, c'est un chlorure de sodium. Un iodure de sodium ici. Donc ici, on doit indiquer quel est le métal. Un sulfure de cuivre. Maintenant, chose intéressante, je vais mettre un 2 ici. Ça, c'est la notation de Stock et on va parler de cela tout à l'heure. Et ici, le fluorure de sodium. Ça, c'est la notation de Stock. Oh, c'est une personne. Très bien. La notation de Stock concerne les atomes qui peuvent être, qui peuvent avoir différentes charges. Donc, prenons par exemple le cuivre comme ceci que nous avions, qui est le sulfure de cuivre, et il peut y avoir le sulfure de cuivre comme ceci. Alors ça, c'est les plus faciles. On a ici, Fe2O3. Alors, puisque nous avons ici une charge, changeons de couleur, la charge des oxygènes est toujours 2-, comme ceci, et le soufre est 2- aussi. Par contre, ici, on a une charge de 2+ et on a une charge positive ici. C'est pour ça qu'on a besoin de 2 atomes de cuivre pour satisfaire l'équilibre de charge. Ici, on a 2+, mais ici, celui-ci est 3+. Donc, lorsque l'on parle de sulfure de cuivre, les deux ont exactement le même nom. Alors, que doit-on faire? Il faut trouver un moyen de pouvoir l'indiquer. Alors, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on indique avec des chiffres romains quelle est la charge de l'ion métallique. Donc, ça ici, c'est un oxyde de fer. Ça ici, c'est un oxyde de fer. Et bien sûr, ici, la charge est de 2 et ici est la charge de 3, comme nous avons ici mentionné. Et c'est ça. Maintenant, pour continuer, lorsqu'on parle de composés ioniques, il y arrive bien sûr qu'il peut y avoir des composés un petit peu plus complexes qui contiennent des ions polyatomiques.
Donc, par exemple, si on a du CaCO3 comme ceci, ce qui est intéressant, c'est que le CO3 est un regroupement d'ions polyatomiques. Et si on regarde le CO3 ici, c'est carbonate avec une charge de 2-. Alors ici, c'est un carbonate de calcium. Il pourrait arriver, par exemple, que quelqu'un... Alors, on a dans la cuisine ceci. Et ça, qu'est-ce que c'est? On regarde HCO3 qui est un bicarbonate. Donc, on a un bicarbonate de sodium. Et ça, on le retrouve dans la cuisine à la maison. On pourrait aussi dire, par exemple, Cu et SO4 pour un sulfate de cuivre. Cuivre comme ceci. Et puisqu'il y a un regroupement de SO4 sulfate avec une charge de négative 2, ça veut dire que notre cuivre ici est un atome avec une charge positive 2. Les composés moléculaires. Donc, prenons par exemple le dioxyde de carbone. Donc, nous allons faire ici le modèle de Ball-Rutherford. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre dioxyde de carbone. Comment est-ce que ceci fonctionne? Un atome de carbone dans le centre, 2 oxygènes de chaque côté. Nous avons nos 2 électrons sur le premier niveau. Maintenant, pour compléter la dernière couche, il faut que chacun de ceux-ci ait 8 électrons de façon à ce qu'on puisse compléter la règle de l'octet. Alors ici, on a 6 électrons pour l'oxygène. L'oxygène aimerait bien avoir ces 2 électrons comme ceci. Comme ça, il pourrait les prendre et avoir 8 électrons sur la dernière couche. Même chose ici avec cet oxygène, comme ceci. Par contre, le carbone, même s'il décide que peut-être que les électrons peuvent partir, celui-ci n'est pas content parce qu'il se retrouve avec 6 protons, mais seulement 2 électrons. Alors, celui-ci veut aussi avoir des électrons. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que les électrons sont partagés ici. Donc, les électrons partagés. Alors ici, on se retrouve avec une molécule qui est stable. Tous les électrons sont inclus à l'intérieur de cette molécule. Et donc, ils se retrouvent comme CO2, assez stable, comme ceci, gazeux dans l'atmosphère et tout va bien. Donc, c'est ce qu'on appelle une règle de l'octet et c'est un composé moléculaire. Il y a bien sûr, on peut penser à l'eau. Celui-ci est moléculaire, mais il peut être polaire aussi, et ça, c'est ce qu'on va regarder dans notre section avec les acides et les bases. Il peut y avoir les hydrocarbures, comme les méthanes, comme ceci. Il peut y avoir aussi, voyons voir un autre exemple, voyons voir les protoxydes d'azote, tiens, NO2, comme cela. Très bien, alors continuons. Maintenant, en ce qui concerne la nomenclature. Alors, voyons voir. Pour indiquer chacun des atomes, on a ici du dioxyde de carbone. Donc, puisqu'il y a seulement un carbone, on le met comme ceci. On pourrait dire de monocarbone, mais avec les scientifiques comprennent très bien lorsqu'on dit carbone seulement. Ça ici, c'est un monoxyde de carbone. Donc ici, dioxyde parce qu'il y en a 2. Mono parce qu'il y a un oxygène ici. On a un dioxyde d'azote. Alors, nous avons ici un tétrafluorure de carbone. Alors ici, on peut voir que la nomenclature qu'on a appris avec les ions et les composés ioniques fonctionne très bien encore. Et ici, alors on avait tétra parce qu'il y a 4 fluors. Ici, ce sera hexabromure parce qu'on a du brome de disilicium. Parce qu'il y a 2 silices et 6 bromures. Donc, s'il y en a un, on va dire mono, 2
di, 3, tri, 4, tétra. Voyons voir. On a 5 penta. Donc, ça ressemble un peu aux mathématiques et les formes géométriques, régulières, bien sûr, hexa, 7 hepta et 8 octa. Très bien. H, O, fluor, le brome, l'iode, l'azote et le chlore. Ceux-ci, ce sont les 7 molécules qui sont des composés moléculaires avec eux-mêmes. La loi de la conservation de la masse. Alors, la loi de conservation de la masse, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que lorsqu'on a une réaction chimique, ces réactions doivent considérer qu'on ne peut pas créer ou détruire de la matière. Alors, il faut s'assurer qu'on a d'un côté des réactifs comme ceci, et de l'autre côté, on a des produits. Donc, par exemple, si on prend la photosynthèse, on a, par exemple, on a 6O plus 6CO2 avec de l'énergie. Ceux-ci vont nous donner notre glucose, c'est 6H12O6 plus 6 oxygène, comme cela. Alors ici, on a une réaction qui est chimique. Maintenant, elle est équilibrée, donc lorsque c'est équilibré. Alors ça, ce sont les équations. Maintenant, il y a bien sûr des moments où on peut avoir des équations qui sont squelettes comme ceci. Alors, ce sont des équations. Alors, si nous avons de l'eau, on sait que c'est de l'eau, du dioxyde de carbone, du glucose et de l'oxygène. Donc, il n'y a pas ici ce qu'on appelle de coefficient. Et il y a bien sûr les équations nominatives. Et ça, c'est si on dit il y a de l'eau, du dioxyde de carbone, qui nous donne du glucose et, disons, de l'oxygène. Donc, comme scientifique, nous parlons souvent avec les mots qui sont les équations nominatives. Ceux-ci sont transférés en symboles chimiques ou symboles de composés chimiques et après on se retrouve avec des équations équilibrées. Ce qu'il faut considérer, c'est que lorsqu'on a des équations équilibrées, c'est là le seul temps où nous avons la loi de la conservation de la masse qui est inclus. Parce que si on regarde de chaque côté, ça veut dire que de chaque côté, on a ici 6 carbone, on a dit 18 oxygène et on a 12 hydrogène. Et de l'autre côté, on a 6 carbone, 18 oxygène et 12 hydrogène.